On pense que les gens savent ce que c'est. Ben non. Si on les étudie pas, tu sais pas ce que c'est. Tu Merci vas beaucoup. finir par dire n'importe quoi. Merci beaucoup, mon ami. Tu vas me faire descendre, mais oh. Merci à vous. Ok, merci à Taïber. Merci et merci pour partager. Allez. Elissa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si je me trompe pas, c'est le couple Ouais, franco-tunisien. très forte, oui. Exactement. Donc, je suis passé pour témoigner. Et bah voilà, pour raconter un petit peu notre histoire. Donc moi, ça C'est fait... qui? Ouais. Moi, je te connais pas. Oui. Du coup, on est le couple franco-tunisien. J'étais passé chez Mihoub. Je vois pas du tout qui c'est. Bah c'est pas grave, c'est l'occasion de... Ah ben voilà, merci. Donc voilà. Est-ce qu'on peut te voir ou pas? C'est Alors, comme tu veux, hein. Malheureusement, je suis conscient de la chance que j'ai C'est comme d'être tu veux. dans l'anonymat. Ouais. C'est comme tu veux. Mais je pense que dans un futur proche, en fait, je me permets juste de faire des choses avant, et dans un futur proche, peut-être que je me montrerai. Mais actuellement, professionnellement, en fait, je pourrais pas continuer si je me montre tout de suite. Mais bon, j'aurai l'occasion peut-être de développer des choses un peu plus tard. Donc je disais que voilà, moi ça fait à peu près un mois que j'ai apostasié maintenant. Attends. Professionnellement, tu pourrais pas continuer. Oui, ça va Je être t'assure. compliqué. Mis à part si Oui. tu es imam, je vois pas comment. Non, je suis pas imam, mais Donc, explique-moi. Normalement. ah, si je t'explique, je donne trop de détails. non, tu es en France. Oui, je suis en France, oui. On peut licencier des gens pour des causes religieuses? Non, en France? je comprends pas. serai pas licencié. Je serai pas licencié, mais je pourrais subir des pressions et j'ai pas envie de subir des pressions. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que je me ferai pas licencier, j'aurai pas un impact direct professionnellement, mais j'aurai un impact personnel qui pourrait avoir des répercussions professionnelles. Moi, j'ai compris. Ok, merci. Merci. Moi, je vais continuer à faire semblant de ne pas avoir compris. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais répondre dans quelques temps. Et ça sera. Vas-y, raconte-nous ton histoire, mais nomme aucun détail, s'il te plaît. Est-ce que madame est avec toi? Oui. Oui, elle est là. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être venu. Donc, on vous écoute. Donc, moi, ça a commencé à me titiller, on va dire, quand j'étais très jeune. J'avais déjà dit que c'était de manière un petit peu innocente, mais je ne comprenais pas certaines choses, certains concepts qui m'étaient un petit peu, pas étrangers, mais compliqués à comprendre, comme par exemple le fait que Dieu décide de tout. C'est lui qui écrit tout, et que peu importe ce que je ferai, c'est déjà décidé. Sauf que dans ce cas-là, où est mon libre arbitre là-dedans, vu qu'on me répète que j'ai le libre arbitre et c'est que moi qui décide. Enfin bref, comme je disais, c'est des choses qui sont un peu innocentes, mais voilà, ça m'avait commencé à travailler, on va dire, c'est ça qui a commencé à semer la graine. Et par la suite, j'étais quelqu'un, donc moi je viens pas d'une famille très pratiquante, donc j'étais celui qui pratiquait le plus chez moi. J'ai fait la rencontre de quelqu'un dans une mosquée qui lui qui faisait partie de la mouvance salaf et qui voilà m'a appris ce que je sais de la religion, qui m'a appris de ce que je sais de la religion. Et petit à petit, en fait, quand j'allais parce qu'il donnait des cours le soir d'arabe et des cours, je sais pas, c'était des cours théologiques où il racontait un petit peu les histoires du prophète, etc. Et c'était constamment des récits guerriers, des récits un peu durs, et moi j'avais beaucoup de mal avec ça, et c'est ce qui a fait que je me suis éloigné à un moment donné. Ou en tout cas, ils m'ont un peu poussé à la porte, parce que je posais des questions qui, n'étaient pas très agréables, où vous avez pas envie de répondre, où on me disait, mais t'as pas honte de poser des questions comme ça, enfin bref. Après quoi, j'ai continué ma vie, j'ai continué à être un musulman pratiquant, et donc voilà, j'ai un petit peu, on va dire, serré la vis chez moi, c'est-à-dire que je poussais à faire la prière, je poussais à l'heure, c'est-à-dire ne pas rater une prière, je poussais pour le Ramadan, je poussais pour tout ce qui est lié à la religion. Et donc en fait, c'est marrant parce que malgré tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu apprendre dans la religion, c'est rien du tout, mais ce que j'ai pu apprendre dans la religion, j'avais jamais entendu parler de je sais pas si on peut dire le mot, je crois pas, donc je vais dire PDO, j'espère qu'on comprendra.
Euh, j'avais jamais entendu parler de PDO. J'avais entendu parler de ce qui pouvait être arrivé aux apostats, etc. Mais pour moi, je savais pas que ça existait des textes abrogés. J'avais aucune conscience que c'était possible d'abroger des textes. Et du coup, je savais pas que on pouvait, enfin que c'était légite de tuer des apostats. Pardon, je pas tuer, du coup pragmatiser, c'est ça. Désolé, j'ai pas le langage encore, ça va venir. Donc, qu'on pouvait pragmatiser des apostats. Et ça, par contre, quand on me l'a mis en face, en fait, il y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que, comme vous dites, on peut danser autant qu'on veut. À partir du moment où on parle de PDO, je sais pas si les gens se rendent compte de la violence de ces termes et de la violence de cet acte. Et moi, personnellement, quand j'entends tes débats, Jack, et que je vois que les gens n'essayent pas de débattre sur les textes, mais qu'ils essayent de débattre sur toute autre chose. Vraiment, ils essayent de partir partout sauf les textes. Moi, quand j'étais musulman, ne débat pas avec moi d'autre chose que les textes. Je comprends pas pourquoi tu pourrais me parler d'autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes textes. Et Mio, t'as ton micro de coupé, si. Oui, je suis désolé. Quel est ton nom? Comment je peux t'appeler? Tu peux m'appeler Farid ou bien Elissa, c'est comme tu veux. Ok, Farid. Farid Nahar. Salut. Salut. Oui, tu connais pas Farid Nahar? Non, je connais pas, désolé. Heureusement. Et qui t'a poussé? Les trucs qui t'ont poussé pour aller chercher? C'est tes vidéos à toi et par la suite les vidéos de Jack. C'est ça qui m'a clairement poussé à aller chercher. Et quand tu t'es allé chercher la première fois, c'était avec ta femme ou tu l'as caché? Non, j'étais tout seul quand j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à regarder, à voir déjà ce que vous disiez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réellement ça? Parce que moi, par contre, j'avais aucun doute sur. J'étais sunnite, c'est-à-dire que je ne remettais pas en cause. Je sais pas si tu sais, mais enfin, si tu dois savoir. El Bani, en fait, c'est le shir pour les salafs et il n'y a pas de. Ils remettent pas en cause. Donc, j'ai commencé par là. T'as pas mentionné ça à ta femme? Non. J'ai fait ça dans mon coin au début. Et c'est un petit halou. Et donc j'ai cherché et quand je voyais qu'à chaque fois ce que vous disiez c'était vrai, je me disais mais c'est pas possible. Ça veut dire que les gens que je suis au quotidien, des personnes que j'écoute, dont j'écoute les prêches, etc. Ils ont aussi cet avis. Je me suis posé cette question et du coup j'ai commencé à leur écrire, j'ai commencé à essayer d'envoyer des messages, à essayer de. Et en fait, quand j'ai cherché des vidéos par rapport à ça, je me suis rendu compte que oui, ils ont cet avis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était établi, c'est juste moi, j'étais un peu le dindon de la farce au milieu et je comprenais pas. Et je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Enfin, moi, c'est hors de question que je fasse partie de ça. Moi, en tout cas, c'est ça le point qui m'a fait le plus mal. Après, je vais pas vous mentir, hein, c'est très difficile, c'est très dur. Comme je disais, moi, je me vois encore sur le canapé de mon salon en train de pleurer parce que je sais pas, en fait, tu te sens perdu. Tout ce sur quoi tu as bâti ta vie, ça s'écroule d'un coup, en fait. Et là, tu dois repartir de zéro, tu dois reconstruire, c'est très compliqué. Tu dois partager ça avec tes amis ou quelqu'un. J'ai personne avec qui partager ça. En tout cas, au début, j'avais personne avec qui partager ça. Heureusement, j'ai une relation très forte avec ma femme. Je m'entends extrêmement bien, au point où on peut vraiment parler de tout ensemble. on n'a pas de tabou ensemble. Donc, j'ai commencé à lui poser, à lui montrer des choses. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tu veux que je finisse? Okay. Et donc, j'ai commencé à discuter avec elle, à lui montrer des choses et elle est un peu comme moi, elle est cartésienne, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher les choses elle aussi de son côté, elle va voir si c'est vrai, elle va voir si c'est... on peut parler avec Elissa. Elissa, est-ce que tu es allé chercher parce que la raison c'était l'amour ou c'était vraiment parce que tu aimais la religion? Dis-nous la vérité. Ah non, moi au début je lui disais mais non, il y a des miracles, regarde l'histoire de bon, j'ai honte maintenant de dire ça hein, mais l'histoire des mers machin, les montagnes, blablabla là. Et puis lui il me cassait à chaque fois en me disant non mais ça les zoroastriens, non mais ça c'était déjà connu à cette époque-là. Non mais ça Newton en avait déjà parlé, enfin Newton non, d'autres en avaient déjà parlé, tout il cassait tout en fait. Et comme même moi aussi j'ai ma propre histoire qui fait que j'avais déjà une graine de doute qui était semée dans mon cœur vis-à-vis de cette religion. Du coup, j'ai pas été trop difficile à convaincre et
par la suite, moi-même, je suis partie vérifier en fait chaque chose qui m'avait réfuté, et j'essayais vraiment de trouver. J'ai vraiment essayé de chercher, de trouver quelque chose. L'histoire du fœtus là, les os qui se forment avant la chair, blablabla. Bref. Du coup, non, c'était pas par amour, hein, même si je l'aime énormément, hein, mais c'était vraiment, c'est grâce au cerveau qu'on a eu, hein, que la nature nous a donné, du coup. Mais t'après, pour toi, c'était très vite. Bah, C'était question de semaines ou bien des mois? non, c'était genre dans la même semaine presque, hein. Et moi, j'ai pas pleuré, hein. Moi, j'ai fait, je l'ai fêté de ouf. Parce que, vraiment, ça a fait du bien, parce qu'au fond de nous, je pense, on se doute tous un petit peu qu'il y a anguille sous roche. Et du coup, là, ça y est, parce que moi, après, je sais pas si je raconte mon histoire aussi, de ma propre vie, en vite fait ou pas. Ou, bah, du coup, moi, je suis née dans une famille musulmane sunnite pratiquante. Donc, j'ai porté le voile. Depuis que je suis petite, donc, ils m'ont mis à l'école pour faire des cours de Coran, des cours d'arabe, de religion, etc. Et en plus, dès le collège, ils m'ont envoyé dans une école privée musulmane. Du coup, vraiment, j'étais en plein milieu de la tornade. Et donc, pour eux, c'était pour me protéger. De quoi, je sais pas. Mais au final, c'est l'inverse qui s'est produit. Parce que bah quand j'allais à cette école, donc j'étais jeune, j'avais 10 ans, je prenais les transports en commun, RER, bus, et j'ai subi personnellement, j'ai subi des agressions masculines, et dans les transports en commun, etc., ou même dans la rue pour aller à l'école. Et en fait, j'étais dans des villes où il y avait énormément de musulmans, d'hommes musulmans, des arabes, énormément, qui sont là avec des mashallah, des subhanallah, et qui te sifflent et qui te font des choses que tu comprends pas. Ils sont là avec leur barbe et tout, et même après avec le voile, ça continuait quand même. Et du coup, moi, ça m'a traumatisée de mon côté, et leur comportement dégoûtant. Et je me dis, mais c'est des musulmans, ils disent mashallah, et ils font des choses dégoûtantes comme ça, c'est pas normal. Déjà, j'avais une dissonance cognitive dès ce moment-là. Donc j'avais 11 ans, 12 ans, j'étais jeune. Et puis, et ensuite, comme ce sujet, il est tabou chez nous, donc moi, je pouvais en parler à personne. Excuse-moi, Ouais. juste le détail. T'étais Oui. voilée à cet âge-là déjà? J'ai porté le voile à 14 ans, parce que j'ai eu mes règles tard. Du coup, j'ai pu l'esquiver pendant assez longtemps. Et du coup, après moi, à l'école, quand j'étais en primaire, j'étais une très bonne élève, etc. Puis je suis arrivée dans cette école au collège, avec tout ce qui m'arrivait, je suis devenue une cancre. Du coup, j'essayais d'un peu aborder ce genre de sujet. J'avais pas honte d'essayer de demander ça aux profs musulmans et tout. J'avais des profs voilés, etc. J'essayais de leur dire, mais c'est comment par rapport aux pédophiles ou ce genre de choses. Non. Pardon, au PEDO. Et il y avait pas de genre oublie, toi tu comprends pas, tu parles pas de ce que tu ne sais pas, t'as pas le ilm, patati patata, qu'il nous parle, le prophète il a fait ci, ça, mais les vraies histoires, les vraies choses dont on a besoin de savoir, ils nous en parlent pas. Ils nous disent pas que il a légiféré sur le mariage des petites filles, les mariages temporaires, l'esclavagisme sexuel, les attouchements sur les enfants, etc. Et même après, j'ai rencontré une amie plus tard sur la vingtaine, et elle aussi, lui était arrivé ce genre de choses en Algérie pour elle. Et elle, vraiment, elle était têtue. Elle cherchait à voir des imams, à parler à des imams, à voir X et Y. On est parti à la mosquée de Paris et tout. Et pareil, il y a aucune réponse concernant les PEDO que allez, un petit rabien qui repart chez toi, femme. Il y a rien, vraiment. Il y a une omerta sur ce sujet. Elle est incroyable. Et maintenant, en fait, avec vos lives, je me rends compte de pourquoi. Déjà, j'ai cherché moi aussi de mon côté pendant des années qu'est-ce qu'on disait en islam par rapport à ce genre de personnes. Et c'est juste que je cherchais pas au bon endroit. En fait, ce qu'on dit, c'est ok, on est pour, c'est bien, il faut le faire. Donc, moi, à partir de ce moment, dès que j'ai vu avec mon mari que ce que vous nous avez fait découvrir, c'est que ça y est,
c'est plus la peine. Cette religion, c'est n'importe quoi en fait. Et du coup, bah, je pense en fait, moi je sais pas maintenant si un Dieu existe, mais moi je pense qu'il empêche en fait les sunnites ou autres de sortir de cette dissonance cognitive, c'est que pour moi, ce que je pense, c'est que bah s'il y a pas de Dieu, bah il y a pas de jugement dernier, du coup il y a pas de jugement. Donc c'est qui va punir tous ces monstres en fait qui répandent le malheur et la haine sur terre? Faut le faire ici. Et ça oui, mais ceux du passé, ceux de maintenant on peut essayer de les punir, mais ceux d'avant, genre ils s'en sortent comme ça. Moi ça me plaît pas comme réponse. Et je pense qu'on est plein, ça nous plaît pas en vrai. Et voilà, donc la cerise sur le gâteau, pardon, je finis sur ça, c'est que j'ai vu sur vos lives le nombre de personnes aveuglées, endoctrinées et qui arrivent à accepter l'inacceptable juste parce qu'une autorité religieuse leur a dit de le faire. Là, vraiment, ça a été la cerise sur le gâteau. C'est vrai que Voilà. c'est ce qui fait le plus peur, en fait. Ce qui fait le plus peur, c'est la personne qui commence en te disant non, et puis qui te termine en te disant, bah, si c'est écrit, alors oui, genre. Ça, par contre, c'est vraiment flippant. Je me souviens plus comment. Est-ce que vous connaissez Jack avant moi ou c'était mes vidéos? Non, moi, j'ai connu... Moi, j'ai connu les deux. Ouais, moi, j'ai connu Mihoub avant Jack. Moi, les deux en même temps. Ah, ok. Voilà. C'était au TikTok ou YouTube? Non, c'était sur YouTube que je t'ai vu en premier. Une vidéo, je sais pas pourquoi mon algorithme il t'a montré, il t'a mis sur mon choix. Et puis... C'est Rabbi. Oui. Est-ce que vous avez partagé ça avec des amis ou de la famille Moi, je commence. Vas-y. Moi, pour moi, bah, du coup, c'est impossible parce que vraiment, mon cercle, c'est Poudlard sunnite. C'est juste impossible. Répète l'expression. Poudlard sunnite. C'est un oxymore, je comprends pas. Excellent, j'adore. La sunnite. Et du coup, pour moi, j'ai envoyé à mon père une vidéo que vous aviez montrée de Cheikh Fawzan. Et il m'a répondu que mon père, il est pas en France pour le moment. Il m'a juste répondu, ah ouais, c'est chaud. Voilà. Donc voilà, j'en discute un petit peu avec lui. Quelle vidéo de Cheikh Fawzan? C'est lui qui dit que concrètement, Celle qui se trouve sur ma chaîne oui, TikTok. oui, c'est Ok. ça. Ouais. C'est bon, je vois. Ouais. Non, parce Voilà. qu'il en a beaucoup de vidéos, Cheikh Oui, Fawzan. oui, pour répondre. Elles sont toutes chaudes, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais enfin voilà. Est-ce que tu portes le voile maintenant ou pas? Bah, pour le moment, vu notre situation, oui, parce que je suis toujours entourée autour de moi de personnes à qui je ne peux pas dire cette nouvelle vérité. Tu sais, moi, explique-moi, je t'assure. Oui, C'est l'Algérien qui va te parler. oui. Voilà, je sais. Explique-moi ça. Comment une citoyenne française, elle ne croit plus? Ne parle pas juste de mon métier. C'est tout. Oui. C'est ce que tu veux. Comment une citoyenne française, elle Elle ne peut pas enlever le voile parce qu'elle ne croit plus. J'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le mais problème, c'est pas la France. Et plus de ça, d'origine tunisienne. Aussi. Ouais. Il faut ajouter ça. Hein. Oui. pourquoi c'est Non, important? parce que le Tunisien, il un vient peu plus libre. chez nous, il affirme que nous, c'est de la liberté, il n'y a C'est pas de... ça Ah, peut ok. Mais nous, dans notre famille, par exemple, nous, on est les, entre guillemets, extrémistes. Genre, toute ma famille au bled, ils sont loin du voile, de la prière, de machin. Il faut Ramadan, quoi. Et c'est tout. Mais ici, en fait, c'est pas la France le problème. Là, aujourd'hui, j'enlève mon voile, je suis mieux intégrée en France que qu'en le gardant. Ça me pose plus de problèmes qu'autre chose. Mais là, c'est vraiment ma famille et mon cercle d'amis et de famille qui est vraiment, comme je t'ai dit, Poudlard, c'est fermé, tu vois, c'est un petit cercle fermé et celles qu'on a déjà vu enlever le voile ou quoi, bah. Mais t'as pas peut-être compris la question. Oui. Qu'est-ce que ça m'empêche? T'as peur de quoi? Pour moi, pour ouais. C'est quoi l'entrave principale? C'est J'aimerais le comprendre. rejet total, en fait. Ça va être le rejet de ma famille, du cercle d'amis qui sont. Tu sais quoi? Je vais te poser une question comme ça. Je vais évacuer une possibilité. D'accord. Supposons,
que demain, vous allez déménager à Monaco. Voilà. Mhm. Est-ce que là-bas, tu peux enlever ton voile ou pas? Techniquement, oui. Non, 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 pas techniquement. Toi, comment tu vas te sentir si demain, vous déménagez à Monaco? Bah, tu sais quoi, à un moment Est-ce que donné- tu te sentiras libre d'enlever le voile ou pas? Oui, oui, oui. Oui, Oui, ça veut d'accord. dire que c'est un problème qui vient là où tu habites. C'est ça. Parce que mon cercle est autour de moi encore. Je peux Parce que tu tomber. parles de famille, parce que moi, c'est ça Famille, que je... amis. Ouais. Bah, tu sais, les amis et les tatas, c'est pas ta famille, mais c'est comme ta famille, tu vois. Ouais, mais on n'habite pas forcément à côté. Bah, là, ils habitent tous à côté. On Ah habite bah, tous ok, d'accord. dans la même zone, c'est ça le problème. Bah, je comprends, c'est pas très clair. Mais non, à un moment donné, on avait habité, on n'était pas sur l'île de France, on avait bougé un peu. Et là-bas, par exemple, je mettais pas mon voile, je mettais juste un béret, ça me dérangeait pas qu'il y avait mes cheveux qui sortent par-ci par-là. Et je mettais juste un béret. Mais dès que ma famille, elle venait pour faire un tour ou quoi, pour venir nous voir, bah je remettais le voile directement parce que après j'ai pas d'oppression en mode vraiment faut que tu portes le voile, mais je sais qu'ils vont pas comprendre, ils vont être tristes, tu vois, ça va leur faire du mal en fait de voir ça. Mais c'est toi qui choisis de porter le voile alors que tu n'y crois pas plus. Et moi, Pour le- et pour tu le sais, moment, moi oui. j'aimerais poser une question, peut-être que c'est Karim cette fois qui pourra me répondre. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre les libertés et le communautarisme? C'est-à-dire, est-ce que les libertés s'accroissent à partir du moment où Oui, oui, oui. on s'éloigne de sa famille? Et Oui. je vous assure, hein, c'est une question qui me taraude, moi. Et logiquement, dans un pays démocratique, ça ne doit pas être le cas. Voilà, je vous le dis clairement. Dans un pays démocratique, normalement, c'est la pas le cas. France ici. Jack, moi, je pense qu'il faut d'abord, parce que Oui. moi, je comprends pas. Mais tu peux pas comprendre, peut-être, mais J'arrive pas à comprendre. Parce que j'aimerais bien qu'elle m'explique. Est-ce que tu as peur qu'ils vont t'exclure? Est-ce que tu as peur qu'ils vont te parler, de dire quelque chose de mal de toi? Parce que c'est très important là, Jack. Parce que je connais quand même beaucoup de musulmans et des témoins de Jéhovah. Et je lui ai posé cette question. Qu'est-ce que tu as peur maintenant? Parce que ils vont pas te faire de mal. Ça, c'est Non, sûr et non. certain en France. Je peux donner Jamais. un début de réponse par rapport à toi. Si tu veux. T'aimes pas, non, juste, t'aimes pas le conflit, en fait. Et je Oui. pense que tu veux pas être en conflit avec ta C'est famille. vrai. C'est aussi simple que C'est ça. vrai que j'ai une personnalité. Moi, personnellement, je dis pas que toutes les autres femmes qui feraient comme moi, qui seraient dans la même situation que moi, mais qui ne seraient pas moi, ne l'enlèveraient pas et ne s'en sortiraient pas, n'auraient pas peur de l'enlever. Mais moi, c'est pour ça, personnellement, c'est pour ça que je t'ai dit que tu as choisi. Tu Ouais, vois, parce c'est que- pour ça que j'ai utilisé ce mot. C'est Oui. toi qui as choisi Oui, de oui. continuer à porter le voile alors que tu n'y crois plus. Tout à fait, tout à fait. Ça, je le nie pas du tout là pour le moment. Même, j'ai rien dit à personne. J'ai essayé d'en parler un petit peu, mais en détourné de dire. J'ai une question, Jack. Est-ce que ça sera dur, Elisa? Est-ce que Elisa elle traite ses parents et sa famille comme des enfants, qui sont pas des adultes qui vont tolérer Un peu, oui. quand même? Un peu. Oui, oui. Parce Mais que ça- si tu respectes quelqu'un, je pense qu'il faut le dire. Je m'en fous si tu m'acceptes pas. Moi, je t'aime bien, mais c'est ça parce que ça me concerne que à moi-même. Je te touche pas, c'est pas je sais pas. C'est vrai, mais après, ça dépend de chacun, sa relation avec ses proches, tu vois. Tout le monde, on est différents dans nos relations. Et moi, pour le coup, je déteste le conflit. Je n'aime pas rentrer en conflit. Je n'aime pas les disputes. Je n'aime pas les bagarres. Je suis pour la paix. Comme moi, Elisa, comme moi. C'est ça, je suis comme Tom You. Et du coup, voilà, après, Tu sais, Elisa, moi, je suis marié depuis 10 ans. oui, Et si j'ai appris un truc que je connaissais pas avant d'être marié, c'est que la première source des conflits, c'est les non-dits. Un. Et de deux, les conflits au sein du couple, c'est une bénédiction. Ça, je l'ai appris. C'est Oui, une bénédiction. Parce que Oui. c'est le moment où les gens se disent ce qu'ils pensent. et Tu vois, ça veut dire, il y a pas cette accumulation de frustration qui va C'est finir vrai. par parasiter complètement la relation. Alors, Bah, de un, les non-dits, de deux, les conflits. Pour moi, comment je le vois, je t'assure, hein, je vois les conflits comme un signe de bonne santé de la relation.
Bah, avec mon mari, on n'a pas de mal à rentrer en conflit et puis on désamorce à l'avance les conflits qui pourraient avoir lieu. Mais avec ma famille, déjà, ce qui m'est arrivé là, ce que je vous ai raconté, ben ils en savent rien. Déjà, il y a énormément de non-dits avec ma famille parce que tabou, parce que machin. Donc vraiment, ils me connaissent pas du tout en vrai depuis X temps. Donc c'est pas aujourd'hui. En fait, c'est pas sur ça que je vais venir et leur dire voilà, je rejette tout ce en quoi vous croyez aujourd'hui et c'est pour eux ça. Vous savez comment ils sont. Si on rejette leur texte, c'est eux qu'on rejette. Donc c'est avec eux qu'on rentre en conflit. Mais ça c'est une conséquence. C'est pas une cause. Et tu sais, et si tu as l'habitude d'écouter nos lives, on le répète assez souvent. C'est une quand tu rejettes ces textes, et ils prennent ça comme un rejet personnel, c'est une conséquence. C'est pas une cause. Et c'est la conséquence de quoi? Ben c'est la conséquence de justement parce que les gens ne rejettent pas les textes, même quand ils n'y croient plus, et ils vont se laisser faire quand même. Donc ils laissent cette mentalité qui consiste à amalgamer les textes avec les textes avec l'identité. Parce que la seule façon de dissocier les deux, bah, c'est justement d'en parler, de les rejeter, de quand tu as quelque chose à critiquer dans les textes, tu le fais. C'est ça qui va développer chez la personne un mécanisme qui va lui permettre de prendre du recul par rapport au texte. Mais si personne ne le fait, bah, ils vont ad vitam aeternam continuer à amalgamer ces textes avec leur propre identité. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est une conséquence, c'est pas une cause. Je comprends. Après, mes parents, tu sais, ils sont âgés. Il y a ad vitam. Je comprends. On n'est pas en train de je t'assure que on n'est pas en train de te juger ou juger ton mari ou quoi que ce soit. Mais j'essaie juste de comprendre et tout. C'est tout. J'essaie juste de comprendre parce que moi, je pense que c'est pas normal. Donc, comment faire pour que une personne puisse vivre ses convictions? Bah, si elle est musulmane et qu'elle veut porter le voile, qu'elle soit musulmane et qu'elle porte le voile. Mais si elle n'est plus musulmane et elle veut plus porter le voile, bah, qu'elle ne porte plus le voile. C'est tout. On cherche juste comment faire pour créer cet environnement qui permet à chacun de vivre comme il veut vivre, tout simplement. Tu sais, pour mon cas personnellement, par exemple, moi j'ai plus ou moins, je pense, un exemple dans ma propre famille. J'ai mon frère. Je pense qu'il est passé de l'autre côté depuis très longtemps. Et lui, bah, ce qu'il a fait, en fait, il est parti à l'étranger. Il est parti aux États-Unis. Il avait, je sais pas, il a vingtaine, un truc comme ça. Et est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire passer de l'autre côté, parce que on peut comprendre beaucoup de choses. Apostasier. Je sais même pas s'il était vraiment musulman un jour, en fait. Il était vraiment bizarre. Mais il est parti et limite, on connaît plus, en fait. Il coupait les ponts presque totalement. Donc après, je connais pas les secrets de famille avec lui, les mystères qu'il y a autour de lui. Mais je pense qu'il a apostasié et que mes parents, ça a coupé, ça a déchiré en fait le lien avec lui et on l'a pas revu après pendant 6 ans, un truc comme ça. Et il est revenu, il passait vite fait quelques jours et puis il repart en fait. Et là, il a fait sa vie, il s'est marié, il a eu ses gosses et tout et il a caché ça, il s'est marié dans son coin avec une non, je ne crois qu'elle est rien du tout. Et voilà. Donc non, c'est une personne. Non, mais religieusement, je parle d'une personne. Et j'essayais de chercher si elle était chrétienne ou pas, mais non, pas aucune religion. Donc on revient au fait de la liberté s'accroît avec la distance que tu mets entre toi et la communauté à laquelle tu appartiens. C'est vraiment intéressant. Mais c'est pas du tout le sujet de nos lives, mais c'est un point de réflexion qu'il faut peut-être prendre en compte. Je peux rapidement sur ce point-là. Oui. Qui parle? Amir, pardon. Ouais. T'étais trop petit, chez moi. Ouais, on m'entend suffisamment, c'est bon. Oui. Ouais, non, je voulais justement. Ramadan Moubarak. Ouais, je vais en parler plus tard. Je suis vraiment triste quand j'entends ça. Après, je te juge pas, hein, Elissa. Vous faites comme bon vous semble, prenez vos décisions, vous êtes responsable, vous êtes adulte. Oui. Moi, je te parle de moi, comment j'ai abordé la chose, c'est que
Moi, j'aime profondément mes parents, mes frères et sœurs. Ils sont tous musulmans. Mais je ne peux pas renier, amputer de ma vie le bonheur, d'accord? Parce que notre vie, elle n'est pas éternelle. Elle est, voilà, on ne sait pas combien de temps on va vivre. Je vais pas m'amputer, moi, de mon bonheur. Après, chacun voit les choses. Peut-être que ceux qui se cachent vivent dans un bonheur, même caché. Moi, c'était, pour moi, primordial d'être honnête. Parce que le fait de le cacher avait aussi des conséquences. Parce que j'ai des enfants, des choses comme ça. Le cacher, à un moment donné, j'allais peut-être amputer mes enfants de leur liberté ou autre chose. Parce qu'il fallait se plier à des choses. Vous connaissez les rituels et blablabla. Pour moi, c'était important de ne pas m'amputer de mon bonheur, de ma liberté, parce qu'il y a cette injonction ou cette peur de heurter leur sensibilité ou leur bonheur. Moi, j'ai envie qu'ils soient heureux. Mais si leur bonheur est conditionné par quelque chose d'irrationnel qui n'a aucun sens, eh ben, Osef. Voilà quoi. Et moi, je pense que j'ai de la chance. J'ai de la chance, oui. Finalement, c'était compliqué à des moments, puis après, ça a été accepté. Grâce à la discussion. Je pense que pour d'autres, ça peut être plus grave. Il peut y avoir un rejet, une coupure, tu vois, complète. Mais je pense que surtout pour des gens qui ont par exemple des enfants, qui ont une vie ou un truc comme ça. Je sais pas. Moi, pour moi, c'était primordial de préserver mon bonheur, ma liberté, quitte à prendre le risque de peut-être parce que je l'ai imaginé, même si, comme je vous ai dit, j'ai eu de la chance, mais j'ai imaginé le fait qu'ils me rejettent. Je l'ai imaginé. Parce que pour moi, je sais pas, peut-être que je vais vivre 1 mois, 2 mois, 3 ans, 40 ans, je sais pas, mais j'ai pas envie de vivre avec, dans le mensonge, au fait. Je pouvais pas l'accepter. C'est comme ça que... Et surtout, ma limite, vraiment, parce que je l'ai caché pendant quelques temps, ma limite, c'était mes enfants. Ma limite, c'était que un jour, on vienne soit mettre des choses dans la tête de mes enfants, soit m'imposer, par exemple, je sais pas, une circoncision ou je sais pas quoi, c'est mort. Je ne peux pas imposer à quelqu'un qui n'a pas l'âge du consentement ou quoi que ce soit, une idéologie ou une mutilation. Donc à un moment donné, je pense, en tout cas moi, ce qui a fonctionné avec mes parents, c'est de parler avec eux en tant qu'adultes. J'étais plus leur enfant, leur propriété. J'ai des idées. Je suis un adulte. Si je me comporte avec eux comme un enfant, ben bien sûr, ils vont me prendre pour un enfant. Mais là, non. Mes discussions avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et sœurs, j'étais adulte et j'avais un avis, j'avais une position. Peut-être que c'est pas la même que la leur, mais j'en parlais, je disais, moi, je suis ça. Je dis pas que j'étais là-bas en train de faire du prosélytisme athée avec eux ou de la critique des textes avec eux. S'ils voulaient, j'ouvrais la discussion. Tu vois, ils sont adultes aussi, ils font leur choix. S'ils me disent vas-y, on débat, j'étais ouvert. Mais c'était pas moi qui lançais le sujet d'un débat ou un truc comme ça. Moi, c'était juste, je disais la vérité. Moi, j'y crois plus. Voilà, j'y crois plus. Donc, il n'y a pas à m'imposer tel ou tel rituel, telle ou telle idée, ou me dire, voilà, ils me voient, j'ai jamais changé. Je suis le même, en tout cas, en termes de respect, d'amour pour eux. Donc, pourquoi me rejeter, tu vois? Parce que j'ai rejeté une idée, une mythologie, un truc. Ben non, je vois pas le, tu vois. C'est ça qui est terrible dans cette idéologie. Sinon, pour le décor, c'était pour célébrer Ramadan. C'est une fête folklorique. À une époque, il y a des gens qui jeûnaient pendant 30 jours. Bon, maintenant, c'est une fête comme Noël. Voilà, c'est pour le folklore. Et tu vas jeûner? Sérieusement. Et vous allez jeûner? Moi, la dernière fois, j'avais répondu que oui. Bon, là, on va dire que j'ai fait un autre pas. Du coup, non. Voilà. Ouais. Du coup, non. Du coup, non. Ok. Et est-ce que vous avez des enfants? Non. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile de se cacher pour le moment. Mais déjà, avant ça, on était déjà dans une idée où vivons heureux, vivons cachés. Ouais. Avant même d'apostasie. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, en fait, le fait que ça se sache pas forcément, on n'est pas forcément... Là, c'est très étrange d'étaler notre vie devant 2300 personnes, parce que on est tout le contraire, en réalité. Ouais. Personne ne sait rien sur nous. Vraiment, des ermites. Mais on s'est dit que c'était important
d'essayer de mettre même si on peut pas forcément se montrer, etc. Même si on peut mettre un tout petit caillou, on est content. Voilà. Peut-être Et toi, dernier- Elissa, tu vas jeûner ou pas? Jamais de la vie. On l'a compris depuis la dernière fois. Mais juste un dernier point que j'ai oublié d'aborder. Désolé de prendre trop la parole là. Si peut-être que vous, le prix à payer de le dire, peut-être, hein, j'avance des choses, mais dites-moi si j'ai tort. Le prix à payer est peut-être moindre qu'un cousin, une nièce que vous avez, que lui il n'a pas le privilège que vous avez. Vous voyez de quoi je parle? C'est que vous, peut-être, vous allez être rejeté, mais vous avez les moyens, vous êtes indépendant, vous risquez pas grand-chose. De toute façon, vous allez rentrer déçu, vous vous êtes engueulé, mais le lendemain, vous allez reprendre votre quotidien. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas le même prix à payer. C'est-à-dire, ils sont apostats, mais ils vivent avec leurs parents, dans votre famille peut-être. Et s'ils n'ont pas des exemples comme le vôtre, qui prennent ce courage-là et qui payent peut-être un prix, eux, ils n'ont pas le même prix. Vous voyez ce que de quoi je parle? Après, chez nous, nos deux familles réunies, c'est ma famille à moi, mon socle à moi en France, donc mes parents, mes frères et sœurs, qui sont les plus religieux de nos deux familles réunies, du bled réuni et de la France réunie. Donc non, les autres, ils sont bien, ils sont tranquilles. Pour le coup, moi j'ai un cousin homosexuel et qui lui, par contre, il l'a dit à tout le monde dans notre famille. Donc lui, il a porté ses balls entre Jusqu'au guillemets, bout. et il l'a dit à tout le monde. Donc je sais que dans ma famille, c'est assez étrange hein, parce qu'ils sont en Algérie, mais ils sont très en même temps à la fois très conservateurs et à la fois bah voilà, il y a mon cousin Open. qui dit je suis homosexuel, il y a ma cousine qui dit que concrètement elle aussi, enfin voilà. C'est en France où c'est le plus fermé, étrangement, paradoxalement. Voilà, voilà. Caleb, tu voulais parler? Ah oui. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, bonjour. En fait, en réfléchissant bien, dans les sociétés comme ça, chacun se fait sa place selon, dès le départ, comment il fait sa place dans la société, en fait. Ça veut dire que, comme tu as dit ton cousin dès le départ, lui, il a affiché les couleurs, on l'accepte tel qu'il est, il grandit comme il se fait sa place, en fait. Donc ça, c'est relatif aux personnalités des uns et des autres. C'est-à-dire, si quelqu'un, dès l'enfance, c'est-à-dire, il est contre l'ordre établi, il affirme son caractère, eh ben, on doit l'accepter comme ça. Après, les autres, comme tu as dit, selon la place qu'on te donne dans la société. C'est-à-dire que les autres, ils vont essayer de le traiter, on va dire, égard et ne l'écoutez pas. De toute façon, lui, il a ses pensées à lui tout seul, machin. On va essayer de l'isoler. Tout le temps, tout le temps. Après, c'est à lui d'arracher sa place tout le temps. C'est à lui de leur prouver que... De s'imposer. Voilà. Après, moi, je peux comprendre qu'on choisisse la facilité. J'entends ton discours, hein, je comprends tout à fait que voilà, il faut le faire parce que c'est un travail nécessaire. Je sais pas si on en Mais est-ce réellement la facilité? de se cacher. Ouais. Je pense que Est-ce réellement le choix de la facilité? C'est pas le choix de la complexité, qui semble facile. Ouais. Oui, je t'assure. Parce que Ouais, la ouais. facilité, pour moi, c'est autre chose. Si on n'a pas d'enfant, en vrai, c'est facile maintenant. Parce que là, on fait ce qu'on veut de nos vies dans notre coin. Il y a personne qui nous appelle pour savoir. Mais en même temps, ça fait que 1 mois, 2 mois, donc C'est ça, je pense c'est que très- vous êtes en plein réflexion, donc. Mais pour D'accord. toi, du coup, ce serait quoi ce qui n'est pas facile dans ce cas-là? Après, par rapport à tout à l'heure, vous avez évoqué un point qui est important. Selon les familles aussi. Généralement, c'est quand les familles elles sont grandes, t'as le grand-père, t'as les frères, en fait, quand les familles elles sont pas je sais pas comment ça s'appelle, des familles unitaires, c'est ça. Monoparental. Est-ce que c'est la petite famille ou est-ce que la grande famille est complètement Quand c'est la intégrée? famille monoparentale, généralement, il n'y a pas de problème. Même si, on va dire, c'est facile d'accepter que les frères, ils sont différents, c'est très facile. Mais quand c'est la grande famille, en fait, t'as pas que le poids de tes parents, au final, t'as les points d'abord des cousins, des trucs, après t'as les parents, après t'as le grand-père. En fait, c'est tout un bloc. Ouais. Ta place dans la famille, en fait, ta place, elle est définie par la famille. C'est la famille qui te donne ta place
On Mais va dire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ne pas exister dans sa famille, ça reste quand même extrêmement compliqué, je pense. J'ai pas ce problème-là, hein. Mais j'imagine que ne plus exister dans sa famille, ça doit être quelque chose de vraiment terrible en réalité. Et j'imagine même pas la peine que tu puisses. Moi, je l'ai dit, hein. Un des témoignages qui m'a vraiment mis une claque, c'est le témoignage de Miho. Ça m'a vraiment, ça m'a sonné parce que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et je le vois, plus j'écoute, plus je regarde vos vidéos, et plus j'entends des gens, et c'est terrible. C'est terrible, en fait, ce que peut faire cette idéologie, pardon. Mais en même temps, si tu dois aborder un masque à chaque fois que tu es avec ta famille, est-ce que réellement tu existes dans ta famille? Ouais. Bah, ton masque existe en tout Oui, cas. en tout cas, ton masque, Tu me comprends? oui, je vois ce que tu veux dire, exactement ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. T'es pas réellement toi au final, donc. Parce que c'est fatigant, tu sais. C'est épuisant de porter comme ça un masque tout le temps. Et c'est frustrant. Parce que tu dois taire toutes tes pensées, toutes tes réflexions. Même si tu entends une parole et tu dis, non, cette parole-là n'a aucun sens. Et je vais quand même me taire et je vais la laisser passer. C'est pas facile à vivre. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que réellement c'est un choix de facilité? Je pense que c'est un choix de, en tout cas, que tu choisisses quoi que ce soit, c'est pas facile. N'importe quel choix que tu vas faire, tu vas sacrifier quelque chose. Donc, à toi de voir ce que tu veux sacrifier. C'est tout. tu sais, Jacques, moi, ce que je considère surtout, c'est la limite, en fait. La limite, vraiment, pour moi, après, pour les autres, je ne sais pas. En fait, en connaissant cette religion et en sachant, on va dire, les informations que tu as, quand la limite, elle s'impose surtout quand tu as des enfants. C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, si tu reproduis la même chose sur tes enfants, c'est quelque part, en fait, t'es resté musulman, quoi. Ah bah, là-dessus, on a reproduit la même chose. Là-dessus, on a discuté pour le coup. L'islam était resté musulman pour moi. Oui, non, mais pour le coup, on a discuté là-dessus avec ma femme et on est tous les deux d'accord pour ne pas reproduire ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on va essayer de. C'est compliqué parce qu'on a connu que ça tous les deux. C'est-à-dire qu'on a grandi comme ça. On a connu que ça, mais c'est l'occasion justement d'apprendre. C'est l'occasion de s'instruire sur l'éducation, un autre type d'éducation du coup, et d'essayer de faire du mieux qu'on peut là-dessus. Mais c'est vrai que oui, non, le schéma, oui, là, c'est pas le projet de le reproduire clairement. Oui, moi j'ai bien aimé Karim, on appelle ça en arabe al-qati'a. Et ça, c'est très, très, très dur. C'est le déchirement. Non. Ouais. Non. Voilà. Et ça, tu peux perdre ta famille, tu peux perdre. Couper les pans. C'est Ouais. D'accord. Ouais. Mais c'est difficile en fait. Ouais, moi aussi, quand j'ai appris pour toi, Miho, j'étais vraiment mal. Et je me dis, je veux pas non plus, je veux personne vive ça en fait. C'est pas quelque chose qui est agréable. Enfin, comme t'as dit, Jacques aussi, on sait pas c'est quand que la vie elle s'arrête. Donc, on sait pas est-ce que on doit justement se montrer tel que l'on est et risquer le déchirement ou profiter de tous les instants en gardant cette paix collective tout en essayant justement de faire en sorte de pas reproduire ce genre de schéma sur les futures générations. C'est un dilemme. Moi, je te confirme, hein, cette rupture, oui, elle est très difficile à vivre et ça fait mal. Mais ça fait moins mal que de vivre caché. Pour ma part, en tout cas. Après, peut-être qu'on ça fait moins mal que de devoir porter un masque tous les jours, faire semblant, prétendre être ce qu'on n'est pas. À un moment, ça fatigue et on arrive vite au bout. Et c'est un poids à porter, c'est-à-dire, on n'est pas honnête. On se retrouve à mentir aux personnes qu'on aime le plus au monde. Moi, personnellement, je l'étais pas avec ce que je vous ai raconté depuis mon enfance, j'ai jamais été honnête. Du coup, je suis devenue honnête avec mon mari. Lui, je lui ai tout raconté, on s'est, voilà, ça nous a aussi fortement liés, c'est que j'ai pu me révéler entièrement. Et du coup,
pour moi, vraiment, c'est pas compliqué, à mon niveau à moi, de continuer avec ce masque, que ce soit un masque d'apostat, de sunnite, de X ou Y. J'ai l'habitude, voilà. Après, c'est pas une bonne chose. Moi, je dis l'ai pas, que par c'est exemple. lui, Moi, là. cette habitude-là, je l'ai pas du tout. C'est l'inverse. Mais ça va qu'avec sa famille, bah, c'est plus ouvert. Oui. Il peut en parler, enfin, plus facilement que dans la mienne. Alors, C'est récent, donc, créez une famille vous-même Oui. où les gens auront la liberté de vivre comme ils l'entendent. Voilà, tout simplement. J'ai failli dire Inch'Allah. Ouais. Je l'ai pas vloué. Non, mais Bah, tu le sais, fais tu toujours, peux, hein. oui, tu peux le dire, il y a aucun souci. Une chamiroug, on a dit. C'est vrai. Je vais vous apprendre quelque chose. Je sais pas, bon, ceux qui l'ignorent, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le mot enthousiasme? Oui, Oui, Est-ce qu'il vous arrive d'avoir de l'enthousiasme par rapport à quelque chose? constamment. oui, oui. Vous savez ce que ça veut dire enthousiasme ou pas? On connaît pas la racine, non. La racine, Bah, non, mais enthousiasme, ça veut dire Dieu est en nous. Ah bon? Oui. Bah, on est plus enthousiaste. Ça y est. Non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, c'est juste une façon de parler, Oui, oui. une manière de parler. Donc, ok. dire Inch'Allah ou quoi que ce soit, on a compris ce que vous vouliez dire par Inch'Allah. C'est-à-dire, j'espère que ça va arriver. Tu vois le truc? L'enthousiasme, on comprend que c'est quelque chose que tu tends vers ou tu aimerais faire. Tu es enthousiaste. C'est-à-dire, et je pense, hein, peut-être que ça va finir par disparaître. Comme le mot enthousiasme a perdu son côté, que ça vient de la religion ou du divin, il devient un mot comme un autre, et ben, Inch'Allah aussi. Peut-être qu'il va devenir un mot normal. Par contre, il y a des mots qui disparaissent quand on devient apostat. Comme Et quoi? par exemple, si je vous dis le prophète Mohammed, Ah non, ça l'a lu, ça l'a là. tu vois, ça par contre, ça disparaît quand on devient. Par exemple, quand quelqu'un me dit, non, moi j'ai quitté l'islam, je suis apostat, et je lui dis, ouais, mais le prophète, il me dit, oui, sallallahu alayhi wa sallam. Je dis quoi? Là, je m'arrête. Tu vois le truc? Là, je me dis, non, ça c'est pas normal. Quand on devient apostat, on répète pas sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, Inch'Allah, ou Barabbi, ou ce genre d'expression, non, ça, c'est normal. Ça se comprend. C'est comme ça qu'on a été endoctriné à exprimer certaines idées. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parce qu'il y a une annonce de Alibaba. Moi, j'ai un dernier mot pour ceux qui écoutent. S'il vous plaît, vraiment, faites l'effort de regarder les sources à chaque fois. Faites l'effort d'aller voir ce que Jack et Mihoub et Mina et Karim et Amir et Alibaba. Exactement. Faites l'effort d'aller voir parce que c'est là où on se rend compte en réalité. C'est là où on se rend compte que vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas et quand on sait, ça fait mal et ça fait très peur. Voilà, je te laisse. Oui, et aussi, il faut regarder tous les tafassirs. Il faut les lire, c'est incroyable. Ce qu'il y a dedans, on a découvert des choses. Le lion qui a sorti le chat, l'éléphant qui a sorti le cochon. Oh, les trucs, c'est waouh, science-fiction de ouf. Est-ce que tu as un message pour les femmes aujourd'hui? Oui. Bah, pour les femmes, c'est elles. Non, pas dévoilez-vous. Elles font ce qu'elles veulent. Habillez-vous, dévoilez-vous, faites ce que vous voulez. Personne ne doit vous imposer quoi que ce soit. Un homme, un mec du 7e siècle, vraiment, vous laissez pas faire. Et surtout, regardez bien comment cette religion, elle vous décrit. La femme qui est comme un chien noir, un chétan, un âne, qui est bête, qui est machin. Ils nous descendent de fou. Ils nous descendent, rendez-vous compte. Il y a juste à voir comment il parle à Mina. Ouais. Ah oui. Et à Cassius Lady aussi. Vraiment, regardez comment il parle. Et vous laissez pas faire. Regardez bien. Il n'y a pas besoin de se faire dominer par une religion d'un bédouin du désert de l'époque. Donc voilà, c'est mon dernier mot. Merci à vous. Merci. Ah, il y a le repas, il refroidit. Merci beaucoup et prenez soin de vous. C'était très gentil de partager votre. Merci à vous d'avoir pris le temps. Passez une bonne soirée. Et bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Ça haram d'alcool aussi. Par contre, la charba et le borak, faut quand même sauvegarder Moi, je vais ça. continuer. Je vais continuer. J'arrête pas à faire de questions. Allez, salut. Allez, ciao. Je fais monter Alibaba parce que
Bah, vas-y, Ali Baba. Je vais pas parler à ta place. Je peux dire deux trucs sur ce que j'ai entendu d'abord ou t'as pas le Bien temps? sûr, oui, tu peux réagir et après. Super. Bon, bonsoir les amis, bonsoir les abonnés, bonsoir Mihoub, Karim, Mina, Amir et Jack. D'abord sur ce que j'ai entendu, j'ai deux trois commentaires. Le premier, c'est que l'islam c'est une religion tribale. Et je pense qu'elle a appris aux musulmans depuis 1400 ans qu'ils ne sont pas leurs propres individus, mais qu'ils appartiennent à une tribu, qu'ils appartiennent à un groupe, qu'ils appartiennent à Mohammed, qu'ils appartiennent à Allah. Ils appartiennent tout le temps à quelqu'un. Et aujourd'hui, ils appartiennent aux autorités religieuses. Donc, et ça, c'est cette conviction qui fait que vous avez un peu du mal à vous définir comme votre propre individu et à malheureusement faire le sacrifice que l'islam vous impose, c'est-à-dire blesser les gens que vous aimez en leur disant que vous êtes plus musulman, en enlevant votre voile, en vous assumant. Donc moi je ne peux pas vous reprocher ce que vous faites, mais je peux juste vous dire que je vous invite à être votre propre individu, à laisser personne vous dominer et à vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà, donc j'espère que ça vous motivera les gars à vous défaire des dernières chaînes de l'islam que vous avez sur vous. Donc le couple qui était là, mais aussi les gens qui nous écoutent. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je pense que c'est un sacrifice qu'il faut faire. Encore une fois, c'est ce que je pense. Je vous force pas à le faire. Quand j'étais jeune, je me souviens sur Facebook, il y avait un groupe qui disait se bourrer, c'est du bonheur emprunté au lendemain. Et je pense que cette blague super pourrie de Facebook 2015, elle est très pertinente pour s'assumer dans l'islam. C'est-à-dire que tant que vous assumerez pas votre apostasie, tant que vous ne confronterez pas les gens que vous aimez sur le voile, sur le ramadan, sur tout ce que vous n'avez pas envie de faire, vous empruntez une liberté à demain. C'est-à-dire que demain, elle disparaît. Vous l'avez aujourd'hui, vous vivez tranquillement, en paix, personne ne vous emmerde, mais demain, cette liberté, elle disparaît un peu parce que vous l'avez empruntée. Voilà, c'est juste une image pour vous dire que moi, c'est pour ça que je fais ça, parce que je suis comme vous, je fais ma vie, je me fais plus chier avec personne, mais il y a plus d'islam, il y a plus de prière, il y a plus de mosquée, il y a plus rien. Mais je pense que je suis en train d'emprunter la liberté des générations de demain. C'était les deux petites remarques que je voulais faire. Maintenant, merci Jack de m'avoir fait monter. Je voulais vous faire plusieurs annonces si vous permettez. Voilà, ça va être vraiment très très dynamique les jours qui viennent. Donc déjà, Amir, moi je suis très très déçu que tu as dit que tu n'allais pas faire le ramadan, parce que moi je t'attends tous les soirs chez moi pour faire le ramadan du Koufre déjà. Donc, dans ce sens-là, si. Dans ce sens-là, j'abandonne pas l'espace public. Donc j'ai entendu Jack tout à l'heure. Super. Donc dès le premier soir du ramadan et tous les soirs, soit sur ma chaîne YouTube Ali Baba, sagesse d'Islam, soit sur TikTok, on fait un live où on lit les textes islamiques. On va lire les textes. Donc on va vous les montrer, on va vous montrer comment les autorités islamiques prennent tous les musulmans pour des abrutis. Vraiment, on va juste lire les textes comme ils sont, et vous allez vous rendre compte que les gens que les musulmans appellent des gens de science, c'est juste des gens qui vous prennent pour des idiots. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, rendez-vous demain 18h chez Irréductible Athée sur Twitch pour parler droits des enfants et religion, et 20h sur TikTok, je débat. Et j'espère que vous viendrez, vous êtes tous bienvenus chez moi les amis. Et enfin, la grosse annonce que je voulais faire, c'est un appel à l'aide. C'est moi qui vous demande de l'aide. Sonia Zadig, qui est une collègue, qui est une apostate tunisienne, qui a écrit beaucoup de livres sur les droits des femmes et les impacts psychologiques sur les femmes, notamment dans les pays musulmans, fait une étude académique. Elle est psychologue clinicienne, elle veut faire une étude sur l'impact de l'apostasie sur la vie des ex-musulmans. Donc elle va vous poser des questions, elle va faire un entretien d'environ 1h, 1h20, où elle va vous demander quel est votre environnement socio-économique. Elle va vous demander quand est-ce que vous avez commencé à douter de l'islam, quand est-ce que vous avez formellement quitté l'islam, quelle trace il vous reste de l'islam, comme Jack disait, est-ce que vous dites encore sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous dites inshallah, est-ce que vous avez du mal avec le porc, est-ce que ceci, est-ce que cela, et quel avenir vous voyez demain, quel avenir vous voyez pour vous-même, quel avenir vous voyez pour coexister avec l'idéologie islamique, qu'est-ce que vous pensez de demain et de l'islam. Donc elle voudrait vous poser ces questions, elle va faire ça très sérieusement, elle travaille tous les soirs là-dessus, et elle va présenter ses résultats en compagnie de Florence Bergeau-Blaclair à l'Assemblée nationale en avril, et elle va publier l'étude Inch'Allah en juin. Et donc pour que l'étude ait un sens... Elle a besoin de combien de personnes? Parce que tu l'as pas précisé. Voilà, pour que l'étude ait un sens,
Elle a Ah, ah. besoin du maximum de personnes. Non, t'inquiète, tu poses la question au bon moment. Ok. C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Et moi, Jack, je suis pas comme les autres. Quand tu poses une excellente question, je réponds à la question et pas à côté. Réponds à la question. Réponds. Réponds à la question. On a Je vais besoin de combien de t'expliquer, mais personnes? d'abord, faut que je t'explique un truc. Non, réponds d'abord à la question. Donc, pour que ce soit statistiquement significatif, elle a besoin d'un max de personnes. Et un maximum, ça veut dire au minimum 100. Et pas de maximum. Donc, elle y mettra le temps qu'il faut. Elle travaille le soir. Elle va vous prendre sérieusement en entretien. Si possible, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra pour lui parler? Si c'est pas possible, vous le faites sans caméra. Mais c'est pour qu'elle puisse aussi observer votre langage corporel. Elle note tout ce que vous dites à la main. Elle n'enregistre pas. Et ensuite, voilà, elle va faire une étude statistique sur les 5 points que je vous ai donnés et présenter les résultats pour faire changer les choses politiquement en France. Et comment rentrer en contact avec elle? Excellente question, merci de l'avoir posée. Donc, soit vous m'écrivez et je vous envoie le contact direct, soit vous m'écoutez maintenant, vous allez sur Discord et son pseudo c'est Zadig, Z-A-D-I-G 000, Zadig 000. Ou sur son site web, vous tapiez Sonia Zadig, S-O-N-Y-A Zadig. .fr. Et vous avez son site web, vous la contactez. Donc soit Discord, c'est le plus facile pour elle pour centraliser, soit le contact, elle reçoit l'email, soit à travers moi. Voilà, donc moi j'aimerais beaucoup que vous fassiez ce témoignage et je pense que ça vous offre aussi une porte. Parce que, comme ils l'ont dit avant, c'est difficile de témoigner devant 2000 personnes ou de témoigner sur Internet et ça reste. Mais peut-être vous contribuez et vous pouvez rester dans l'anonymat que j'ai choisi de garder. Voilà, donc c'est une personne de confiance, de mon point de vue. Elle a une approche assez scientifique, donc j'ai regardé ses études, j'ai regardé ses bouquins et moi ça me met en confiance, voilà, donc je me porte garant sur elle. Mais vous faites votre propre opinion, vous allez sur son site, vous regardez ses livres et si vous voulez me rendre service, s'il vous plaît, faites ce témoignage avec elle et moi cette étude, elle me servira. Voilà. Merci beaucoup, Ali Baba. Et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure en réaction au témoignage du couple franco-tunisien, c'est très intéressant ce que tu as dit, vraiment. Donc merci beaucoup de la parole que tu apportes. Et moi, comme je l'ai toujours dit, hein, j'espère que les apostats français ne vont pas m'en vouloir encore, mais je le maintiens. L'avenir de la critique de l'islam en France, en premier lieu, c'est Ali Baba. Voilà, je vous le dis. Ah, merci, j'ai gagné le même concours, les gars. Si vous pouvez soutenir qu'une seule personne, bah, c'est lui qu'il faut soutenir. Nous, on n'est pas français. Voilà. C'est-à-dire, il y a plein de trucs qui vont nous échapper forcément. Je sais pas pour Amina ou Karim. Peut-être il y a une forme d'intégration avec la France. Mais moi, c'est pas mon cas, je vous le dis. Donc, mais Ali Baba, je le trouve vraiment très intelligent. Surtout j'ai décelé chez lui cette intelligence de reconnaître son ignorance. Et c'est ça, c'est ça que je cherche le plus. C'est-à-dire, quand il sait, ça, je l'ignorais, je vais pas me le cacher, je vais adopter ce que j'entends, je vais adopter cet argument, je vais adopter. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Désolé, Amira, je t'aime beaucoup, tu le sais, je t'aime plus que Ali Baba, ça c'est sûr. Mais je trouve quand même Ali Baba je sais pas, il y a un truc chez lui. J'espère qu'un jour tu vas te couper les cheveux parce que je sais pourquoi ils sont aussi longs. Vraiment, je l'espère. C'est pas par choix que tu le fais. Ça sera une bonne nouvelle. Voilà. Si un jour je te vois avec une nouvelle coupe, ça sera une très bonne nouvelle. Donc, est-ce que tu as un truc à rajouter ou quoi que ce soit? Parce que oui. Je vous assure, c'est pas pour, mais j'aime pas trop faire monter un sunnite alors qu'on est ici, c'est tout. Je trouve ça vraiment oppressant pour le. Oui. Non, mais je vais partir. De toute façon, il faut que j'aille me coucher. 2 petits mots de la fin, si tu permets. Le premier, c'est ce que tu as dit sur les sunnites qui ne montent pas. Moi, je suis très content. C'est-à-dire que quand on parle de la démocratie et quand on critique la démocratie, elle se renforce. C'est systématique parce que elle a cette mécanique de si je me trompe et qu'il y a de bonnes raisons, je m'améliore. Donc si les musulmans sunnites, ils veulent arrêter de parler avec nous et critiquer notre modèle, on va faire que gagner. On va que gagner. Si les musulmans, ils commencent à faire une critique de notre modèle, alhamdoulilah. Et eux, moi, j'arrête pas de le dire, la seule manière que l'islam a de survivre, l'islam sunnite au moins, c'est de ne pas en parler. C'est la seule manière que l'islam a de ne pas survivre. Donc si les musulmans, ils nous laissent en parler, on gagne plus vite.
On gagne plus vite. Ils montent, défendent l'islam, on crée le contraste, on gagne. Ils montent pas, défendent l'islam, on parle de l'islam, les gens connaissent l'islam, on gagne. Ils parlent de critique de démocratie, on gagne. Le modèle, il est déjà mis de manière qu'on gagne. La seule réponse, c'est à quelle vitesse. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est pas le modèle émis de telle façon qu'on gagne. Les cartes sont distribuées. Non, il y a un petit point qui est essentiel. C'est celui de prendre la décision de défendre le modèle. Et donc, de prendre la décision de critiquer l'islam, de prendre la décision. Et ça, pour le coup, je suis désolé, mais en tant qu'Algérien, en tout cas moi, je pense pas français, peut-être un peu moins, mais c'est une décision qui prend un petit peu soit un peu d'inconscience, soit un peu de témérité, soit un peu de courage, soit un peu de motivation. Et c'est peut-être là où ça a pêché depuis 1400 ans. C'est là où ça a pêché. C'est-à-dire les gens n'ont pas pris cette décision de parler, de défendre leur modèle. Ah, ils l'ont pris, mais ils ont été traités avec pragmatisme, tu sais, ça peut arriver aussi. Ils ont été pragmatisés, ouais. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, des royalties. À chaque fois que vous utilisez pragmatiser, faut vous rappeler que c'est moi. Hein. Et le mot de la fin, ça m'a fait très plaisir, hein, Jack, que tu reconnaisses mon intelligence et la manière dont j'admets mon ignorance. Du coup, je voulais tous vous transmettre quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé dans mon apostasie. C'est une phrase que j'ai entendue la première fois dans le jeu The Darkest Dungeon, qui est un super jeu vidéo, vous devriez tester, et qui est de Epictet à la base. Donc, you never learn a thing you think you already know. Et c'est pas grave si t'as des mauvais goûts, Jack, en jeu vidéo. Donc, tu n'apprends jamais quelque chose que tu crois déjà savoir. Ouais. Alors, t'aimes pas le jeu, Jack? Vraiment, t'aimes pas Darkest Dungeon? Non, c'est pas mon truc. Mais la phrase, elle est très cool. Ouais. D'ailleurs, je la dis très souvent. Elle est même à la base de notre critique de l'islam. C'est pour ça qu'on pose des questions, nous. Pour que la personne en face se rende compte que finalement, les affirmations et les positions qu'elle tient, elle ne sait pas pourquoi. Une fois qu'elle se rend compte pourquoi il n'y a pas, parce qu'elle ne dispose pas de l'information, là, tu peux lui donner les informations, c'est-à-dire les hadiths, les tafasil, les versets du Coran et tout. Mais si tu viens direct lui dire, voilà les informations, c'est ce qu'on appelle un débat de sourds. Et malheureusement, il en existe encore beaucoup. En tout cas, à mon goût, il en existe encore trop. Des débats entre croyants et athées qui sont complètement des débats de sourds. Chacun donne des informations en espérant que l'autre va changer d'avis. Non, il pense qu'il a déjà l'information. Il va rien apprendre de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être une approche d'entretien épistémique pour le coup. Comment tu sais ce que tu sais? Une fois qu'il se rend compte qu'il n'a pas de raison de soutenir les positions qu'il a soutenues, là, il y a de la place à ce que tu donnes de nouvelles informations. Merci beaucoup, Ali Boban. Bah, merci. Donc, écrivez à Sonia, ZADIG000 sur Discord, ou à moi, si vous n'avez pas retenu. Et je vous souhaite une bonne soirée, les amis, et à demain soir, 20h, pour de nouvelles aventures. Et pendant tout le Ramadan aussi. Et pendant tout le Ramadan. Je vais peut-être